Et comme à notre habitude, grande interrogation, Sahel lutte contre le terrorisme que cache le surarmement du Niger. Telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Mesdames, Messieurs, malgré les efforts considérables déployés à l'échelon local et international en faveur de la stabilisation du Sahel, qui s'étend de la Mauritanie au Soudan et compte quelques 150 millions d'habitants, la sécurité va en se détériorant. L'insécurité se propage à travers les frontières poreuses et a des conséquences dramatiques pour les populations et sur les populations. Non seulement les conflits qui sévissent appauvrissent encore une région frappée par la misère, les inégalités, une exclusion sociale et politique endémique, mais ils ont provoqué un afflux massif de milliers de déplacés internes et de réfugiés qui cherchent à se mettre à l'abri dans les pays voisins, au plus loin, au Maghreb ou encore en Europe. Eh bien, jusqu'à preuve contraire, il y a ces conflits qui se sont étendus aux pays voisins. Au Sahel, les problèmes sécuritaires et les flux migratoires clandestins qui en résultent ont de graves répercussions politiques, sociales, économiques en Afrique du Nord et en Europe et sans oublier bien sûr sur le continent africain. De fait, ces flux soulèvent une question d'une importance particulière que les partis et les mouvements populistes et hostiles à l'immigration exploitent d'ailleurs en Europe et au-delà et qui soumet à de formidables pressions les gouvernements et les institutions des pays européens et surtout occidentaux, dont plusieurs ont dû se résoudre à modifier leur politique en la matière. La sécurité au Sahel apparaît donc comme un problème critique pour la région dans son ensemble. L'OTAN suit, en nous dit-on de près, l'évolution de la situation et bon nombre de ses membres sont à l'origine de diverses démarches diplomatiques ou sécuritaires. Même si sur le continent africain, nous le savons tous, eh bien c'est l'OTAN, c'est le bloc occidental qui a creusé, on va le dire comme ça, le fossé et créé finalement le terrorisme dans le Sahel. Mais une question cependant qui nous vient à l'esprit cet après-midi, Sahel lutte contre le terrorisme que cache le surarmement du Niger. Car jusqu'à preuve de contraire, mesdames, messieurs, toutes les forces françaises qui étaient au Mali, au Burkina Faso, eh bien en Centrafrique, se sont retrouvées toutes finalement sur le sol nigérien. Qu'est-ce que cela cache? En tout cas, pour répondre à cette question, nous sommes avec Charlie Kenyé. Il est géostratège. Il répondra sûrement à nos questions. Charlie Kenyé, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi, c'est Jocelyn Gosse. Bon après-midi à nos techniciens, par qui nous ne pouvons pas le montrer, nous pouvons émettre de par le monde. Bon après-midi à tous ceux-là qui prennent le malin plaisir à nous écouter. C'est une fois de plus un honneur pour moi d'être présent dans vos antennes. Merci à vous, Charlie Kenyé, d'avoir fait le voyage pour être sur notre plateau cet après-midi. Eh bien, une question, Charlie Kenyé, vous qui êtes géostratège et vous connaissez d'ailleurs le monde de la sécurité. Au Sahel, on parle toujours de lutte contre le terrorisme. On sait qui a créé le terrorisme. On sait qui d'ailleurs finance justement ce dernier. Que cache aujourd'hui le surarmement du Niger? Bien, avant de commencer, il faut déjà que je plante le décor. Lorsqu'on parle du terrorisme, il faut rappeler que à l'échelle internationale, il n'existe pas, à l'heure où nous parlons jusqu'à date, une définition consensuelle du mot terrorisme. C'est-à-dire que dans la défense du terrorisme, ou alors dans la lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale, c'est chaque État qui va, selon ses intérêts à défendre, selon ses moyens, et également selon sa politique étrangère. Et donc, quand j'ai fini de le dire, il faut également rappeler que le terrorisme à l'échelle internationale puise ces éléments de deux grandes causes, si je peux le dire ainsi, ou alors de deux grandes raisons. La première, elle est d'ordre social et même sociétal, c'est-à-dire que le terrorisme prospère dans des États qui ont une faible législation contre le terrorisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, les États africains doivent durcir leur législation en matière de lutte contre le terrorisme. Il faut également rappeler que le terrorisme prospère dans des États qui ont des frontières poreuses. C'est-à-dire que la faible capacité des États africains à véritablement contrôler le flux des biens et des personnes qui entrent et sortent de nos frontières, de nos États, justement, c'est du pain béni pour les organisations terroristes. Il faut également dire que le terrorisme prospère dans des zones sous-scolarisées. Parce qu'il faut rappeler que lorsque la population
n'est pas à même de comprendre un ensemble de choses, elle est justement celle-là qui est la plus exposée parce qu'elle est un terreau de recrutement pour les organisations terroristes. Et enfin, dans cette raison sociale et même sociétale, il faut dire que le terrorisme prospère dans des zones où il y a une faible représentativité de l'autorité de l'État. Si vous prenez la plupart de nos pays où le terrorisme prospère, vous verrez qu'il y a pratiquement une absence de l'autorité de là-bas. Et donc, les terroristes, ou les organisations terroristes aiment bien cette zone de no man's land, ou alors cette zone de non-droit, pour justement installer des mécanismes de taxation et même de collecte des fonds pour justement permettre le financement de leurs opérations sur le terrain. Mais j'insiste pour faire savoir que ces raisons sociales et même sociétales représentent à peine 30% des causes réelles du terrorisme. Maintenant, les causes les plus, je vais dire quoi, les plus à même, justement, qui font l'objet de notre thématique aujourd'hui, qui pèsent pour pratiquement 70% dans les fondements du terrorisme en Afrique, ce sont les causes éminemment géopolitiques et géostratégiques. Simplement pourquoi? Parce que le terrorisme aujourd'hui est la raison pour laquelle les puissances occidentales justifient leur présence sur le sol africain. Sinon, quelle est la raison première lorsque l'armée française parle de ses bases militaires en Afrique? Elle dit quoi? Elle dit qu'elle est là pour combattre le terrorisme. Exactement. La raison première, par exemple, que les Américains disent être présents en Afrique, c'est pourquoi? C'est pour combattre le terrorisme. Donc, on a fait le terrorisme une philosophie qui se rapproche de l'idéologie atlantiste, à savoir promouvoir l'idéologie, l'hégémonie américaine à l'échelle internationale. Et donc, le terrorisme directement apparaît quoi? Apparaît comme une entreprise qu'il faut entretenir et financer parce qu'elle constitue justement de l'existence et même de l'hégémonie d'un bloc, à savoir le bloc occidental. Et quand on parvient à comprendre cette réalité et on la ramène avec le théâtre sahélien, on comprend très vite pourquoi donc le surarmement du Niger. Le surarmement du Niger, pour comprendre ça, il faut d'abord analyser la géographie de ce pays-là. Qu'est-ce que le Niger? Rappelons que le Niger donne une projection dans la zone des trois frontières. C'est-à-dire que lorsque vous contrôlez le Niger, vous êtes capable de vous projeter militairement dans la zone des trois frontières et donc dans la bande sahélo-sahélienne. Et quand je parle de la zone des trois frontières, je parle du Mali et du Burkina Faso. Et quand on cite ces deux pays-là, on comprend très bien que ce sont des pays aujourd'hui qui ont fait de la lutte contre le terrorisme un véritable cheval de Troie, parce qu'on voit très bien comment ça marche de ce côté-là. D'ailleurs, ils ont mis en nu toutes les manœuvres occidentales qui visaient à entretenir le terrorisme dans les États. Alors, le surarmement du Niger, justement, permet à ces armées occidentales, premièrement, d'avoir une large projection, tant dans la région du Sahel que dans la région de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce qu'on connaît très bien aujourd'hui les immenses richesses qui sont logées dans le Sahel. C'est justement les raisons pour lesquelles également la plupart de ces bases militaires sont présentes au Niger. Donc, à partir du Niger, on peut faire une projection au Sahel, au Mali, au Burkina Faso. Et également, à partir du Niger, on peut faire une projection en Afrique centrale, puisque le Niger est frontalier avec quoi? Avec le Cameroun, avec le Tchad. La preuve, le Niger, aux côtés du Cameroun, du Tchad et du Nigeria, sont dans la FMM, la force multinationale mixte, placée sous le commandement de la CBLT, la Commission du bassin du lac Tchad, pour lutter contre Boko Haram. Donc, le Niger aujourd'hui a une position stratégique parce qu'elle permet une projection dans non seulement le Sahel et dans la région ouest africaine, mais également en Afrique centrale, au Cameroun et dans d'autres pays. Et quand vous mettez ensemble ces deux régions-là, vous comprenez très vite ce qui est visé. Qu'est-ce qui est donc visé? Ce qui est visé dans la bande sahélo-sahélienne, c'est l'or, le manganèse, le cuivre, la bauxite et tout ça. Et ce qui est visé en Afrique centrale, c'est quoi? C'est la région du golfe de Guinée et donc la deuxième réserve pétrolifère à l'échelle internationale. Voilà l'intérêt stratégique de ce surarmement du Niger. Mais cet intérêt également du surarmement du Niger revêt un autre aspect. C'est qu'aujourd'hui, les faits sont là. C'est que ce sont les puissances occidentales qui financent, qui parrainent et qui entretiennent le terrorisme en Afrique. Les autorités maliennes l'ont démontré. Ce n'est plus un débat. D'ailleurs, ils ont voulu amener ce débat au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. On ne veut pas les laisser parler. Ça fait en sorte quoi? Ça fait en sorte qu'en surarmant le Niger, comme c'est en train de se faire, qu'est-ce qui est en train de se faire là? En le faisant, on permet justement à la plupart de ces organisations terroristes qui sont en train de fuir le Mali. Parce que rappelons que vous avez des terroristes qui fuient le Mali, vous avez des terroristes qui fuient le Burkina Faso. Où est-ce qu'ils vont aller se réfugier?
Aujourd'hui, la plupart de ces terroristes ont trouvé refuge où? Ils ont trouvé refuge au Niger. Et donc, quand on sait très bien que ces armées occidentales-là vont leur donner le renseignement nécessaire, vont leur donner la logistique nécessaire, vont leur donner les moyens financiers nécessaires, vont leur donner les armements nécessaires pour continuer à provoquer et attaquer les autres pays, savoir le Mali, le Burkina Faso et les autres pays de la bande ouest africaine, cela va continuer justement à faire du terrorisme un motif de la présence de ces forces étrangères sur le sol africain. Donc l'intérêt de surarmer le Niger va permettre à ce que on n'arrive pas, ou alors les armées de ces pays-là n'arrivent pas véritablement à en découdre avec les organisations terroristes sans lesquelles les forces étrangères ne peuvent pas justifier leur présence sur le sol africain. Et donc, il faut qu'elles soient là. Elles doivent servir de base arrière et de base de repli pour ces organisations terroristes. Elles doivent les armer, les financer, elles doivent les entretenir et elles doivent leur donner le renseignement nécessaire de nature à continuer d'exister pour qu'à chaque fois que l'Afrique va appeler à ce que ces bases militaires quittent le sol africain, on va les brandir la menace terroriste, comme quoi nous sommes incapables de faire face à cette menace-là. La preuve se retrouve dans un think tank du Niger qui a été conduite par un docteur qui s'appelle le docteur Béanzé, qui démontre à suffit que le partenariat stratégique qui lie le Niger avec un ensemble de puissances étrangères dans lesquelles il est clairement spécifié le partage du renseignement ne se fait pas. Les officiers nigériens même se plaignent et demandaient et appelaient même au départ de ces forces étrangères sur le sol. Je parle des vrais officiers, pas ce marabout qui nous a été servi récemment à Mondovision, ce général de brigade qui s'est mis à fustiger le Mali et le Burkina Faso, comme quoi il encensait les puissances étrangères. Donc, pas ce genre d'idiot qu'on nous présente à l'échelle internationale, mais les vrais officiers nigériens, dans le rapport de ce think tank conduit par le docteur Béanzin, disent que lorsqu'ils sont en mission d'opération sur le terrain, ils ont comme l'impression que l'ennemi parfois les attend. L'ennemi maîtrise leur position, mais que l'ennemi a l'information qu'eux ils n'ont pas. Et pourtant, au Niger, vous avez 4 bases de l'armée française, vous avez 5 bases de l'armée américaine qui ont des drones, qui en permanence quadrillent l'espace aérien de la bande sahélo-sahélienne, mais qui n'ont jamais vu les terroristes attaquer. Donc, en surarmant le Niger, ils permettent au Niger d'être un point de repli stratégique pour non seulement avoir une projection en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, mais justement de permettre au Niger d'être une base de repli, une base arrière pour les organisations terroristes qui fuient le Mali, qui fuient le Burkina Faso, qui vont se réfugier là-bas et qui vont continuer à mener des opérations contre ces pays-là, qui vont justement, dans le discours occidental, justifier leur présence, justifier la présence de leur base militaire sur le sol africain. Voilà l'intérêt stratégique que représente le Niger aujourd'hui dans ce qu'on peut dire, ce complot international qui met en avant le terrorisme en Afrique. Les Maliens ont chassé la base militaire française qui était justement sur leur sol. Le Burkina Faso a fait de même. Le RCA, vous ne pouvez pas dire, le Centrafrique a également fait de même. Finalement, toutes ces armées, tous ces soldats, tous ces militaires et leur logistique se sont retrouvés sur le sol nigérien. Que disent les autorités nigériennes et le peuple nigérien? Le peuple du Niger aujourd'hui est très remonté contre ses autorités parce qu'en réalité, qu'est-ce que Bazoum est en train de faire? Bazoum est en train d'asseoir son pouvoir sur une certaine crédibilisation internationale à travers le renforcement des puissances étrangères sur son sol au lieu d'asseoir son pouvoir sur une certaine légitimité populaire. Vous avez suivi l'actualité récente avec le limogeage du général, du chef d'état-major des armées qui était limogé simplement parce que celui-ci avait fait une visite du côté de Bamako, où il avait rencontré les autorités militaires maliennes. Mais ce qu'on ne veut pas dire derrière ça, c'est que le général qui a été limogé était très aimé du peuple, parce que je suis très introduit de ce côté-là avec un certain nombre d'officiers de l'armée nigérienne avec lesquels j'échange. Il était très aimé par le peuple, il était très aimé par la hiérarchie militaire. Oui. Et un pareil déplacement d'un officier de son rang ne saurait se faire sans le consentement du commandant en chef des forces armées. Dont le chef de l'État. Dont le chef de l'État. Donc le chef de l'État était au courant qu'il devait s'y rendre. Sauf qu'il s'y est rendu. Une fois rentré, on l'a limogé. Pourquoi? Simplement parce que ceux aujourd'hui qui commandent le Niger, ceux aujourd'hui qui dirigent le Niger, ce sont les puissances occidentales. Et donc, n'ayant pas apprécié ce geste de ce haut gradé de l'armée nigérienne qui a compris que la lutte contre le terrorisme ne peut se faire qu'avec ses voisins directs, que sont le Burkina Faso et le Mali, on lui a pas toléré, on lui a pas pardonné justement cette insubordination à leurs yeux, parce que pour eux, il doit rendre compte à eux et non pas au peuple nigérien. On a donc instruit le chef, le président burkinabé, de le limoger. La preuve, vous avez vu, il n'y a pratiquement pas eu de motif de son limogeage. Or, si le limogeage était du fait qu'il s'est rendu du côté du Mali, très clairement, on devait appeler ça une haute trahison, parce que
une personnalité de son rang ne saurait se déplacer sans l'aval de sa hiérarchie directe. Et sa hiérarchie directe, c'est le président de la République qui est le chef des armées. Donc, si on a un peu été incapable de parler de haute trahison pour justifier son limogeage, vous comprenez qu'on est dans des manigances, on est dans des complots pour lesquels le président Bazoum a été instruit de faire quelque chose et s'est obligé à le faire. A-t-il peur d'un coup d'État du côté du Niger? C'est clair aujourd'hui qu'ils ont peur d'un coup d'État. On voit, même si les images, la propagande ne veut pas nous présenter ça à Mondovision, il y a des manifestations du côté du Niger. Les peuples, justement, qui scandent le drapeau des États voisins tels que le Burkina Faso et le Mali, et leur rappel a suffi. D'ailleurs, dans une localité du Niger, je crois que c'est Tilou-Dounouri, récemment, il y a eu un conseil des sages qui s'est assis avec une formation politique de ce côté-là, qui ont témoigné leur soutien à leurs frères maliens et burkinabés en interpellant les autorités nigériennes de ne pas tomber dans le piège des Occidentaux et de leur faire comprendre d'asseoir leur pouvoir sur le peuple et non sur une quelconque armée ou alors sur des mercenaires qui seraient venus justement pour défendre Bazoum. Parce que le jour où le peuple s'élèvera, ces armées n'auront pas la force de supporter ou alors de protéger Bazoum. Donc c'est dire aujourd'hui que l'Occident a peur. Elle a véritablement peur parce qu'aujourd'hui le Niger est le dernier point de repli, si je peux le dire ainsi. Si ils perdent le Niger, qu'est-ce qu'il reste? Ils savent que la Côte d'Ivoire elle est perdue. Les élections à venir en Côte d'Ivoire vont déterminer la réalité ivoirienne, qui fait en sorte que Ouattara est celui-là qui dans les jours à venir ne sera plus présent. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut amener ces gens à comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui il ne faut pas détacher l'actualité soudanaise de l'actualité du Niger. Simplement parce que on est en train de créer comme une forme d'arc chrysogène en Afrique, qui part depuis la corne de l'Afrique en passant par la région ouest africaine pour se renfermer au niveau du golfe de Guinée. Pourquoi? Parce que ce sont des réserves, ce sont des zones qui ont d'immenses réserves énergétiques et minières. Ça fait qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de cantonner l'Afrique ou alors de permettre à ce que l'Afrique se sente menacée un peu de partout en instrumentalisant soit de l'intérieur ou encore de l'extérieur, comme dans certains cas, un ensemble d'acteurs ou de facteurs ou alors de cellules dormantes de nature à mettre en mal les États qui véritablement sont en train de s'orienter vers une autre idéologie qui serait autre que l'idéologie atlantiste prônée par les États-Unis. Vous avez vu qu'aujourd'hui, même si on ne cautionne pas tout ce qui est en train de se passer au Soudan, on voit très clairement que vous avez deux camps qui s'affrontent. Par contre, les armes continuent de crépiter, les munitions ne cessent d'arriver au Soudan, mais d'un autre côté, on ne vous parle pas véritablement de paix. Ceux qui aujourd'hui appellent à un cessez-le-feu sont les mêmes qui font entrer les armes et les munitions au Soudan. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire, c'est un peu ce qu'on est en train de voir en Ukraine. Les mêmes personnes justement qui vous disent que la situation au Niger est assez tendue, les mêmes personnes qui vous disent que le Niger, le terrorisme est sévère, les mêmes personnes qui ont pratiquement 4 bases militaires au Niger, 5 bases militaires au Niger, mais par contre, le Niger ne cesse de subir des attaques terroristes. Ce sont les mêmes qui vous disent qu'ils sont là-bas pour lutter contre le terrorisme. Et ce sont les mêmes personnes qui, jusqu'à il y a cela quelques années, ont demandé au Cameroun d'installer une base militaire au large de nos côtes. Et ils ont eu une fin de non-recevoir. Officiellement, ils disaient aider le Cameroun à combattre contre la piraterie maritime, qu'ils sont en train de vouloir instrumentaliser. Mais officieusement, c'est parce qu'ils voulaient contrôler la région du golfe de Guinée. Et à cette actualité, il faut également mettre le fait que depuis, je crois, il y a quelques mois aujourd'hui, la Guinée équatoriale officialisait ou alors validait l'arrivée justement au large de ses côtes d'une base navale chinoise, ce qui justement dérange les intérêts occidentaux. Et donc, l'Afrique aujourd'hui est le théâtre de cet affrontement entre les puissances de l'Est et les puissances de l'Ouest, précisément dans le contrôle de nos matières premières et dans l'éviction des dirigeants africains qui auraient des portées ou alors des velléités un peu trop nationalistes, un peu trop souverainistes, parce que cela ne cadre pas avec l'idée ou alors avec l'image, avec la vision qu'ils ont pour l'Afrique, à savoir continuer à être dans la division du travail. Les Nigériens peuvent-ils se débarrasser de ces milliers de soldats étrangers qui pilulent justement dans leur territoire, sur leur territoire? Oui, et ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire, ils sont soutenus par l'armée, mais c'est une guerre qui est en train de se faire de façon discrète. Parce qu'il est clair aujourd'hui qu'ils n'ont pas la force ou alors ils n'ont pas l'aval de l'autorité politique. L'autorité politique nigérienne aujourd'hui est
totalement soumise à l'Occident. Et ça fait en sorte que même les nominations que vous voyez au sein des forces armées nigériennes ne traduisent pas la réalité du terrain, ne traduisent même pas la volonté d'un peuple qui vise à combattre une menace qui est présente sur son sol, à savoir la menace terroriste. Est-ce que le Niger à lui seul peut combattre le terrorisme sans le Burkina Faso, sans le Mali? Ce n'est pas possible. Mais pourtant, les forces étrangères sur le sol sur le sol nigérien voudraient faire comprendre à Bazoum que le Niger peut combattre le terrorisme sans la présence de ses voisins. Et pourtant, ce sont eux qui entretiennent le terrorisme. Mais également, on veut faire comprendre à Bazoum qu'il est extrêmement protégé. Et pourtant, vous ne pouvez gouverner un pays quand vous voulez asseoir votre légitimité sur une crédibilisation internationale au lieu de mettre ça sur le dos de vos peuples. Et donc, qu'est-ce que dans de pareilles conditions le peuple fait? Le peuple s'organise, le peuple se prépare à reprendre le pouvoir par tous les moyens. Et justement, dans cette réorganisation du peuple, c'est la raison pour laquelle il fallait limoger l'ancien chef d'état-major, parce qu'il avait un fort assentiment populaire. Il était très aimé par le peuple, très aimé par la hiérarchie militaire, et donc il devenait un élément, un facteur gênant. On est en train d'opérer à une certaine réorganisation de la hiérarchie militaire du côté du Niger. On met les personnes qui pensent que sans l'Afrique, pardon, sans l'Occident, l'Afrique ne peut rien. C'est à eux qu'on met à des postes de décision, mais c'est mal comprendre également au sein de cette armée, ces officiers qui sont en train également de s'organiser pour permettre à ce que le Niger puisse récupérer sa souveraineté. Et parmi ces officiers-là, ils sont en étroite collaboration avec les officiers du Burkina Faso et du Niger. C'est ça l'erreur que l'autorité politique du côté du Niger ne comprend pas. C'est que la plupart de ces officiers ont fait leur classe avec les officiers maliens. Assimi Goïta a des amis promotionnels du côté du Niger, et même ici au Cameroun. Donc, et tous ces gens-là ont des cadres de communication dans lesquels ils échangent entre eux sur un certain nombre de problématiques qui concernent leur domaine. Et vous ne pouvez pas empêcher ça. Donc, ça fait en sorte que des gens sont en train de s'organiser pour justement reprendre le taureau par les cornes. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils soient appuyés par le peuple, parce que d'un autre côté également, le peuple, avec la société civile et un certain nombre d'acteurs politiques qui ne se reconnaissent pas dans les décisions de Bazoum, sont à travers un certain nombre de sorties médiatiques, à travers un certain nombre de prises de position, de montrer à suffit que l'avenir politique de ce pays-là risque véritablement d'être en défaveur de Mohamed Bazoum, parce que la mobilisation, qui est très discrète, c'est également, il faut le dire, qui est très discrète, mais qui est forte, qui se fait à l'intérieur de ce pays-là, dans les jours à venir, risque de causer du tort au président Mohamed Bazoum. Surtout, et j'insiste dessus, elle est organisée par des officiers patriotes, des jeunes officiers patriotes qui sont soutenus par le peuple nigérien. Les Africains se posent quand même une question qui leur taraude l'esprit, celle-ci de savoir comment est-ce qu'on peut chasser des militaires français sur des sols des pays africains et que la France ne récupère pas ses soldats. En réalité, le problème, c'est que la France a compris une chose, peut-être que nous, on n'arrive pas à comprendre, c'est que l'armée française en elle-même ne voudrait pas s'engager dans des théâtres d'opération où ils savent que le rapport de force sera en leur défaveur. Ce n'est qu'en Afrique que l'armée française gonfle les muscles. Vous avez vu l'armée française s'engager dans un théâtre d'opération où vous avez vu une puissance militairement forte engagée également. Pourquoi elle n'intervient pas en Ukraine? C'est en Afrique. Et quand on parle même de la lutte contre le terrorisme, les terroristes sont connus. Il y a un ancien chef d'état-major des armées françaises qui avait fait une sortie médiatique dans un des médias français. Il disait la France est au nord du Mali pour tout faire, sauf combattre le terrorisme. Le lendemain, il a été remercié par le politique. Donc, c'est pour dire que la France sait très pertinemment que pour continuer d'exister comme acteur géopolitique, comme puissance militaire, c'est sur le sol africain. C'est la raison pour laquelle, si vous la retirez chez X, elle va dire à Y qu'elle peut se déployer là-bas pour aider. Parce qu'il faut qu'elle existe dans les rapports à l'échelle internationale où les armées se vendent que nous sommes opérationnels dans tel théâtre d'opération, nous avons maintenu la paix et la sécurité. Il faudrait également que la France dise que j'étais au Cameroun, j'étais au Niger, j'étais au Bénin. C'est également son orgueil là-bas. Elle ne peut pas aller dire ça autre part. Donc, la France également, pour exister dans ces rapports internationaux, pour justifier ses opérations extérieures, a besoin d'exister à travers l'Afrique. C'est ça également qu'on ne comprend pas. L'Afrique est un terrain expérimental pour la France. L'Afrique est un enjeu géopolitique terrible, même en termes de rapport. Le simple fait de dire qu'on a une base militaire dans tel endroit qui aide le peuple tel ou le gouvernement à lutter contre, ça leur donne de l'énergie alors qu'on sait qu'en réalité, ils ne foutent rien là-bas. La preuve, c'est qu'ils ont été chassés comme des malpropres au Mali. On leur a démontré que voilà ce que vous faites avec les terroristes quand nous ne sommes pas là. Les images circulent. Le peuple malien, les autorités maliennes les ont démontrées, les ont mises à nu, à Mondovision. Alors, pour continuer d'exister, ils disent non, ce sont les Maliens qui sont le problème. La preuve, c'est que regardez ce qu'on est en train de faire au Niger. Mais même au Niger, on ne voit pas, puisque les terroristes continuent à attaquer le Niger. La question qu'on doit se poser, c'est que comment quelqu'un aussi nul, aussi médiocre, qui est
au quotidien, lui-même justifie sa médiocrité. Parce qu'il dit être présent pour lutter quelque chose, mais la chose ne cesse de vous frapper. Mais par contre, là où il était hier et qu'on l'a chassé comme un malpropre, la chose a arrêté d'exister. Continue de vous dire que non, je vais combattre ça ici. Donc, pour exister, la France a besoin de l'Afrique parce qu'également à l'échelle internationale, ce sont des relations de rapport de force, ce sont des relations de rapport de nature à démontrer également sa puissance, de montrer sa projection. Et l'armée française est une émanation, est une façade de la projection française à l'échelle internationale. Or, cette projection de son armée n'est existante que sur le sol africain parce qu'ailleurs, le rapport de force ne serait plus le même. Et donc, ils ne pourront pas faire ce qu'ils font. Voilà pourquoi, obligatoirement, lorsqu'ils sont chassés en Afrique, il faut qu'ils aillent supplier ailleurs pour exister, pour rester là-bas, parce que cela en va de leur crédibilité à l'échelle internationale et de leur hégémonie, de leur volonté de puissance à l'échelle internationale. Mais on est simplement triste parce que certains chefs d'État n'arrivent pas à comprendre les enjeux, n'arrivent pas à suivre le mouvement pour montrer à cette France-là que nous ne voulons plus d'elle et que par le passé, tout ce qu'elle a eu à concocter en mal contre l'Afrique, qui aujourd'hui sont mises à nu, devrait en réalité amener la France à rester calme, à être tout petit et à se faire calme. Merci à vous, Charlie Kenyé, d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Vous n'avez qu'à liker nos pages Facebook, YouTube, Instagram et sans oublier TikTok et à partager au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, nous allons également dire bon après-midi à la censure en espérant vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.